Allez, super, on est en live. Donc, salut à tous, on est en live. Donc, c'est notre troisième vidéo live pour cette soirée Femmes inspirantes. Je suis toujours chez Damien HeroCorp à la pépinière Tremplin de Mudig qui m'a accueilli et qui m'a permis d'avoir le petit studio que vous avez vu. Et donc, pour cette troisième vidéo, je suis avec Déborah. Vous pouvez voir au milieu une photo de Déborah et juste à droite, Déborah elle-même. Alors, avant qu'on commence, comment est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire madame, maître, monsieur? Pas monsieur, ce serait vexant pour ma personne. Et pour maître, ça va aller. Je pense que vous pouvez m'appeler madame ou maître. Vous choisissez. Ok, super. Donc, Déborah, déjà, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, ça va. J'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Ok, super. Donc, on est sur notre troisième vidéo. Alors, je vois qu'il y a des gens qui Mhm. sont en train d'arriver. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, hein. Comme c'est du live, il peut y avoir quelques moments de flottement. Et tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, moi, je reviendrai dessus pour pouvoir les poser à Déborah et on aura une partie questions-réponses. De toute façon, à la fin, on pourra reprendre les questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du live. Et ben, tout simplement, je te propose de commencer avec la question un peu habituelle de qui est-elle, qui es-tu? Donc voilà, en 3, 4, 5 minutes, est-ce que tu peux te présenter de manière générale à ceux qui nous regardent, ta vie, ton œuvre, quelle est-elle? Alors, je m'appelle Déborah Diallo. Je suis avocate au barreau de Strasbourg. J'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études essentiellement à Paris. J'ai déménagé ensuite à Strasbourg pour finaliser mes études en droit international et européen. Dans le cadre de mes études, j'ai pas mal voyagé. J'ai étudié un an en Grèce dans le cadre du parcours Erasmus. J'ai fait aussi une summer school en Italie. J'ai travaillé dans un cabinet d'affaires à Bruxelles. J'ai travaillé aussi au sein d'une ONG en Thaïlande. Et donc à la fin de mes études, donc ici à Strasbourg, j'ai passé l'examen d'avocat que j'ai obtenu et dans la foulée, lorsque j'ai prêté serment, j'ai monté mon cabinet ici à Strasbourg. Et donc là, concrètement, je travaille essentiellement en droit privé, donc je fais pas mal de droit pénal, du droit de la famille, du droit des étrangers, et j'ai aussi un pôle en droit des affaires où je fais aussi de l'expertise en conseil et de l'immobilier également. Ok, super. Avant qu'on enchaîne, je vais te poser une question, je pense que certains vont se poser aussi. Donc, on voit que tu as énormément voyagé au final dans tes études. Et au final, tu t'es basé ici à Strasbourg. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, pourquoi Strasbourg en particulier? C'est une bonne question. Alors Strasbourg, pour moi, ancienne parisienne, c'était un peu une capitale européenne et c'est surtout la ville où se trouve la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc il y avait une cohérence clairement dans le parcours dans lequel je m'inscrivais, c'est-à-dire en droit international et européen et plus particulièrement dans la lutte pour les droits humains. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je pense que tu le sais, donc j'ai participé à des concours de plaidoirie en la matière, donc en droit humain, et donc là j'ai remporté en janvier dernier le prix du public au concours international des droits de l'homme au Mémorial de Caen. Bon, on y reviendra un petit peu après, justement, quand Mhm. tu rentreras un peu plus en détail. Et juste deuxième question avant, effectivement, qu'on rentre dans les détails. Donc, vu que tu as énormément voyagé, quel a été la ville ou le pays peut-être que tu as le plus préféré durant tes études? Pendant les études, c'est une question très difficile parce qu'évidemment, j'adore voyager, donc c'est difficile de faire des classements. Mais je dirais quand même que j'ai adoré la Grèce. Je suis restée un an, donc j'ai quand même eu le temps de découvrir quand même vraiment pas mal. Et donc il y avait vraiment des îles magnifiques. Le cadre est vraiment extraordinaire. Et puis j'ai rencontré de très belles personnes. J'adore l'Italie aussi pour la nourriture aussi. Mhm. Pour le cadre, j'adore Florence et j'adore le Sénégal. Le Sénégal, je m'y rends tous les ans. Moi, je suis vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour ce pays. Je suis originaire d'un pays frontalier qui est la Guinée.
Mais voilà, j'ai beaucoup d'attaches avec le Sénégal et c'est un pays dans lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à me rendre. Ok, super. Bah, écoute, je te propose tout simplement d'enchaîner. Alors, bon, voilà, tu nous as parlé du fait que tu sois devenu avocat, mais est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent, un petit peu plus rentrer dans le détail, quelles ont été tes envies justement de faire ce métier et de manière générale, hein, sans trop rentrer dans le détail, puisque je sais que c'est pas forcément possible, peut-être expliquer un petit peu comment ça fonctionne justement ce métier d'avocat pour ceux qui, voilà, il y a énormément de séries télé qui tournent autour de ce sujet, donc peut-être pour un peu démystifier le métier d'avocat, est-ce que voilà, tu peux expliquer aux gens comment ça se passe? Alors, comment ça se passe en pratique? Tout sauf comme dans les séries américaines, ça c'est clair. J'allais dire, on n'a pas généralement en tout cas, hein, je pense qu'on n'a pas de lapin à sortir du chapeau en dernière minute. Ça se passe jamais comme ça. Généralement, il faut plutôt être bien préparé, Mhm. je pense, et maîtriser ses dossiers. C'est important de travailler le fond. Et finalement, même si bon, la plaidoirie a quand même une grande place, mais c'est pas tout. Il faut vraiment avoir du fond. Je pense que c'est ça l'essentiel, même si clairement dans les procédures qui sont encore orales, donc en matière pénale, c'est clair que voilà la plaidoirie elle a une grande place. Maintenant, clairement, je pense que les magistrats ne se laissent pas impressionner par des joutes verbales uniquement. Il faut avoir du fond, il faut maîtriser un petit peu le dossier, avoir des arguments solides pour emporter l'affaire. Ok. Et donc, par rapport au métier d'avocat, c'est quoi la raison qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Est-ce que il y a une espèce de philosophie de vie qui tourne autour de ça pour toi? Oui, clairement. Bon, en ce qui me concerne, c'est vraiment un métier que j'ai toujours voulu faire. Je le dis depuis toute petite. Je pense que dans mon regard d'enfant, c'était cette espèce de justicier qui défend tout le monde, et je pense que ça me correspond assez bien. Déjà à l'école, j'avais un petit peu ce tempérament-là de m'interposer quand je voyais une situation qui me paraissait injuste, quitte à ce que ça se retourne parfois contre moi-même. Mais j'ai ce truc-là, je pense, de me sentir toujours impliquée dans ce qui se passe et puis d'être touchée par une situation qui m'apparaît injuste. Donc pour moi, ce métier, c'était une évidence clairement pour ça. C'est ce qui me motive encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis c'est aussi un métier de parole. Alors bon, j'aime parler, j'aime m'écouter parler Mhm. parfois aussi, mais au-delà de ça, je sais que ça permet, voilà, de défendre des causes au-delà d'une personne. Et c'est vraiment comme ça que je vois ce métier depuis l'enfance. Et finalement, même si évidemment qu'on le désacralise un petit peu avec le temps, mais au final, je pense que je suis animée par les mêmes choses que Mhm. ce qui me motivait quand j'étais toute petite déjà. Ok. Et bah, au début, tu parlais justement que tu avais participé à un concours de Mhm. plaidoirie. Est-ce que tu peux un petit peu détailler le concours, comment ça s'est passé, c'était quoi le sujet? Alors, le concours, c'est le concours du Mémorial de Caen. C'est un concours international de plaidoirie où plusieurs avocats s'affrontent, entre guillemets, Mhm. sur des causes qui doivent être avérées et récentes. Donc, on avait l'obligation en amont, quand on postulait pour ce concours, parce qu'il y avait une phase de présélection d'abord, de démontrer que le cas qu'on souhaite défendre existe bien. On a envoyé des vidéos de nous en train de clamer finalement les premières phrases de notre plaidoirie. On avait aussi l'obligation d'envoyer la plaidoirie écrite directement au mémorial de Caen. Et puis à partir de là, ils ont sélectionné 10 avocats qui émanaient de différents barreaux pour plaider sur la cause choisie. Et donc en ce qui me concerne, j'ai choisi les mutilations féminines génitales. Mhm. Ok, et je sais pas si tu as l'information, mais est-ce que c'est un concours où il y avait énormément de personnes qui ont participé, et au final, ben, comment ça s'est passé pour toi pour la plaidoirie? C'était devant un gros public. Oui, alors pour les chiffres, effectivement, j'ai pas le nombre de personnes qui ont postulé au départ. Je sais simplement qu'il y avait une présélection Mhm. d'abord
voilà, sur dossier au regard des conditions qui avaient été posées. Et ensuite, on était 10 avocats sélectionnés et donc on devait plaider devant vraiment des centaines de personnes. C'était vraiment très impressionnant à voir. Je dirais qu'il y avait bien 400-500 personnes face à nous, sachant qu'il y avait aussi une retransmission qui était faite en direct. Donc en réalité, au final, c'est presque des milliers de personnes qui suivaient cette plaidoirie qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Ok, super. Bah, si jamais, n'hésite pas plus tard à mettre le lien YouTube dans les Ouais. commentaires. Euh, donc voilà, au niveau du métier d'avocat, aussi, ben, tu me disais que justement, tu étais aussi au final chef d'entreprise, hein, puisque tu as créé ton cabinet. Donc là aussi, Mhm. pour ceux qui s'imaginent des fois des choses par rapport à ce que la presse peut véhiculer, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi, justement, le fait d'être avocat, chef d'entreprise? Mhm. Bah, écoute, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. C'est vrai que tout à l'heure, tu me demandais d'où ça me venait. Clairement, il y a les idéaux d'un côté et puis après, il y a les réalités de l'entrepreneuriat de l'autre. Et c'est vrai que dans notre métier, ce qui est assez difficile, c'est que finalement, il y a cette double casquette à avoir. D'un côté, on est donc des juristes, on est des professionnels du droit, on fait soit du contentieux, soit du conseil, ou alors les deux. Mais au-delà de ça, on est des entreprises. C'est-à-dire qu'on a voilà, un chiffre d'affaires à produire pour pouvoir continuer d'exister et de faire ce qu'on aime, et des charges qui sont importantes pour les professions libérales. Et ça, clairement, c'est une réalité je dirais qu'on comprend lorsque on commence à exercer. Donc voilà, c'est une réalité qui a son sens et qui est une contrainte finalement, parce que clairement on ne peut pas exercer de la façon dont on veut. C'est sûr qu'idéalement on aimerait sans doute défendre pro bono et voilà, pouvoir simplement librement, comme ça l'était, il fut un temps d'ailleurs où on ne payait pas les avocats. Euh, Agir simplement pour la beauté de l'art et simplement par conviction personnelle. Mais là, clairement, c'est un métier à part entière. Donc, Mhm. clairement, on vit de ce qu'on produit, même si, clairement, il faut trouver cet équilibre-là entre être un chef d'entreprise parce qu'on n'en a pas le choix. C'est ça un cabinet d'avocats, mais ne pas s'éloigner non plus des principes qui dictent notre profession, dont le principe d'humanité qui est important à mon sens. Ok. Et le confinement, donc qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, est-ce que Mhm. justement pour toi ça a eu un impact sur déjà le métier en lui-même et après sur toi personnellement, est-ce que ça t'a fait te poser des questions sur est-ce que ce que tu faisais c'était la bonne chose ou pas? Oui, clairement, je pense que le confinement, cette pandémie, finalement, ça change forcément le regard qu'on a sur soi, le regard qu'on porte sur le rapport au temps aussi. Ce serait surprenant que le confinement n'ait pas finalement eu un impact dans nos vies à tous. En dehors des achats massifs de papier toilette, je pense qu'il y a eu des questions importantes qu'on est amené à se poser dans le rapport qu'on a vis-à-vis de notre profession, vis-à-vis du temps qu'on y consacre aussi, parce que clairement, en tout cas, donc je parle pour moi, dans le métier d'avocat, on compte pas nos heures, on travaille bien parfois 6 jours sur 7, à des horaires vraiment improbables. Et clairement, il y a une remise en question là-dessus sur la gestion du temps, sur le sens des priorités aussi, je pense. Et finalement, c'est vrai que le travail, en ce qui me concerne, ça a toujours eu une place qui est importante dans ma vie, mais je réalise qu'il n'y a pas que ça non plus. Donc c'est important de trouver un équilibre, alors, qui n'est pas facile à trouver, parce qu'on vit dans une société où on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. On fait partie d'un groupe, mais finalement, ce confinement, ça nous a rappelé à tous, je pense, qu'on n'a Mhm. pas le contrôle sur les choses. Le confinement, ça nous rappelle que du jour au lendemain, si tout s'arrête, on s'arrête tous ensemble. Quand le monde s'arrête, mon activité s'arrête et je n'y peux rien. Donc c'est aussi quelque part une leçon d'humilité sur le fait qu'on se sent toujours capable de dire qu'on fera telle chose tel jour, comme si c'était certain. Je n'ai pas de contrôle sur les choses. Je pense que c'est clairement la grande leçon pour moi de ce confinement. Ok. Et
En termes de professionnel, est-ce que ça a été aussi pour toi soit un moment d'opportunité, donc comme euh, Damien par exemple qui était donc le premier intervenant ce soir, voilà, lui ça lui a donné énormément d'opportunités. Je sais que parmi les d'autres personnes, Estelle, elle par contre ça lui avait donné plutôt des obstacles, on va dire. Est-ce que pour toi, ça a été soit un obstacle, une opportunité, une occasion aussi, peut-être de faire d'autres choses, je sais pas, hein, parce que si à moi, enfin, si tu veux pas aller au tribunal, peut-être que tu as plus de temps libre pour toi, C'est ça. mais comment ça t'a impacté personnellement et euh, vraiment professionnellement? Est-ce que ça a été pour le métier d'avocat quelque chose de soit d'opportunité, soit d'obstacle, de réflexion? Bah, je dirais que ça a été un peu les deux. Il y a eu une phase d'obstacle forcément parce que l'activité est ralentie. Quand on fait beaucoup de contentieux, c'est-à-dire quand on est dans une activité qui est judiciaire au tribunal, clairement, lorsqu'il y a pas ou plus ou très peu d'audience, bah, clairement, je ne vais pas les inventer. Donc, Mhm. ça ralentit l'activité, ça rend les choses plus difficiles parce qu'on travaille aussi en dématérialisé, ce qui est pas toujours évident parce qu'on a cette nécessité du contact avec le client. On se rencontre avant les audiences, on se rencontre avant de déposer des écritures. Et là, clairement, Mhm. c'est toute l'activité qui est chamboulée telle qu'on la connaissait auparavant. Donc ça a été clairement un obstacle. Mais d'un autre côté, ce temps-là, j'ai pu l'utiliser finalement pour un peu appuyer sur le bouton pause, réfléchir à l'activité telle que je la fais aujourd'hui, et puis finalement me poser, je pense, les bonnes questions et commencer à développer d'autres projets parce que clairement, je pense que ce confinement finalement est salutaire en ce que ça m'a permis aussi de me recentrer sur certaines de mes priorités et aussi me rappeler pourquoi je voulais faire ce métier initialement. Mhm. Et donc, clairement, ça me semble important de développer des projets dans la lutte pour les droits humains. Ça, vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Bah écoute, ça tombe bien puisque justement, on va enchaîner sur tes projets d'avenir. Ben justement, voilà, sur un an, 2 ans, c'est quoi les projets que tu as envie de développer, que ce soit personnel ou professionnel? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, ce qui est important pour moi, je pense, c'est de continuer de développer mon cabinet dans différents domaines, donc dans l'activité contentieuse et dans le conseil. Après, j'ai voilà des partenariats qui sont en négociation actuellement, voilà pour travailler aussi éventuellement avec l'étranger. Ça, ce serait très très intéressant pour moi et ça me ferait vraiment plaisir. Et puis beaucoup de projets en cours, voilà, en Afrique. Je peux pas en dire en dire beaucoup parce que tant que les choses ne sont pas encore finalisées, voilà, je ne peux pas encore tout dire. Mais voilà, il y a pas mal de projets qui sont en cours, des projets dans les droits humains, des projets humanitaires et aussi des projets, disons, un peu plus business, voilà, de développement d'activités à l'étranger notamment. Ok. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que tu es intéressé vraiment par pas mal de choses. Juste, est-ce que t'es pas mal occupé, mais est-ce que à côté, tu es aussi engagé, je veux dire, associativement Mhm. ou est-ce que tu fais des choses, on va dire, associatives ou humanitaires encore à côté? Oui, clairement. Ça, clairement, comme indiqué, c'est vraiment, ça fait partie de moi en tant que personne, et puis ça me semble normal que ça fasse partie de mon activité, puisque ça fait partie de mon identité. Donc, moi, je suis très engagée dans la lutte pour les droits des femmes et des enfants. Ça me semble extrêmement important parce que, voilà, on vit toujours à une époque où finalement les femmes encore aujourd'hui sont victimes de violences conjugales qui sont dans des chiffres qui sont très affolants. C'était bien environ 140 décès l'année dernière, ce qui est quand même énorme hein, sur une année. Il y a beaucoup trop de femmes qui décèdent sous les coups de leurs conjoints. Il me semble d'ailleurs que c'est l'une des premières causes de mortalité des femmes en Europe. Donc il y a énormément de choses à faire et finalement il faut revenir à la racine parce que ça rejoint un peu le sujet que j'avais choisi qui était sur l'excision. Toutes les violences que vous prenez en rapport avec les femmes, donc les violences faites aux femmes, les violences physiques, que ce soit les violences sexuelles, le harcèlement au travail, l'excision, les mariages forcés
Et finalement, on ne peut pas nommer toutes les violations qui sont commises à l'encontre des femmes. Elles prennent racine dans une seule chose, c'est le modèle patriarcal dans lequel on vit, dans lequel on continue de vivre. Et donc sur ça, il y a énormément de choses à faire en termes d'éducation notamment, et puis finalement dans le partage qu'on fait des tâches aussi dans la société entre les hommes et les femmes, la répartition qui est faite aujourd'hui. Et donc c'est clairement important voilà, d'avoir finalement de la représentation aussi dans certains métiers. Ça commence par ça commence visuellement. Je m'en rends compte là par exemple, parmi mes projets, j'ai un site internet qui devrait voir le jour très prochainement. Et voilà, je vais travailler avec une entreprise qui est composée de femmes très très dynamiques. Et pour le coup, elle me disait elle-même que dans le milieu de l'informatique, du multimédia, finalement, alors qu'elles ont 10 ans de métier, elles rencontrent très peu de femmes dans ces domaines-là. Donc c'est tout qui doit être revu. C'est ça qui est extrêmement important. Et finalement, c'est par ces petites choses-là qu'on arrivera à limiter, voire à supprimer les violences. La représentation qui est importante, mais aussi finalement la vision qu'on a du rapport homme-femme et qui commence dès l'enfance, c'est-à-dire dans la répartition des tâches qu'on fait à la maison. Le fait de ne pas élever un petit garçon comme un enfant roi et de dire à une petite fille à l'inverse qu'elle doit s'occuper des tâches de la maison, qu'elle doit attendre son prince charmant. C'est tout le rapport qu'on a dans l'homme et la femme dans la société qui doit être entièrement revu. Et donc moi, c'est sur ces thématiques-là vraiment que je m'investis au maximum dans différentes associations, ici à Strasbourg et aussi d'ailleurs dans d'autres pays, parce que ça me semble être, pour moi, ça c'est mon cheval de bataille, vraiment. Ok, c'est cool. Alors, je ne sais pas si tu vas forcément vouloir y répondre, mais on avait une question qui nous a été posée. Donc, quelqu'un te demande quel regard porte-t-elle sur la politique en Afrique et particulièrement en Guinée d'où elle est originaire? Oui, bah alors ça c'est une question qui est très large parce que alors déjà sur l'Afrique en général, évidemment, c'est comme me demander quel regard je porte sur la politique en Europe. C'est Mhm. difficile de répondre à une question aussi large. Sur la Guinée, tout simplement, effectivement, c'est mon pays d'origine. Actuellement, le président, c'est Alpha Condé. Il me semble qu'il y a un certain nombre de débats actuellement sur des questions démocratiques qui sont essentielles. Et donc là, clairement, alors dans un pays où aussi la configuration n'est pas la même qu'ici et où la majorité de la population est jeune, les problématiques sont pas les mêmes. Et Mhm. donc là, en ce moment, il me semble, mais à mon sens, c'est plutôt aux Guinéens qui résident en Guinée de donner leur réponse. Mais de ce que j'en sais, les problématiques actuelles, ce sont notamment en matière de violation des droits des femmes, en matière d'excision, ça on en a parlé tout à l'heure. En matière d'éducation, c'est important aussi de faire voilà, un effort aussi de développement, mais ça c'est propre aussi à de nombreux États à travers le monde. Mais il y a aussi une vraie problématique en matière d'électricité. Ça semble alors, ici peut-être lointain comme problématique, mais c'est une vraie problématique Mhm. d'avoir voilà, des coupures de courant en permanence. Donc voilà, il y a un certain nombre de défis à relever, comme il y a des défis à relever en France aussi. C'est simplement pas les mêmes défis, mais il y a toujours des défis à relever. Ok, super. Alors, je regarde juste les différents commentaires. Donc, il y a plein de personnes qui te disent bonjour. Euh, Bonjour, c'est gentil. voilà, donc tu peux leur dire bonjour. Ouais. Tac, tac, tac. Et donc, si jamais, hein, donc, pour ceux qui nous disent bonjour, si vous avez une question à poser, alors, si vous êtes là depuis le début et que vous voulez revenir sur un sujet ou si vous venez d'arriver, ouais, n'hésitez pas quand même à poser des questions. On pourra toujours revenir dessus. Je vois qu'il y a effectivement. euh, je vois que la question que je viens de te poser vient d'être reposée, mais la question vient d'être traitée. Donc, si vous avez d'autres nouvelles questions, n'hésitez pas, hein, ou vous pouvez continuer tout simplement de nous dire bonjour, c'est pas un souci. Oui. Euh, alors, moi, je vais te poser une question justement, puisque voilà, tu es venu à Strasbourg pour voilà, l'importance que la ville peut avoir. Mais justement, pour toi, quelle est la place au final des institutions, on va dire, juridiques de Strasbourg en France et au niveau européen? Est-ce qu'on doit continuer de développer en fait
cette place de Strasbourg. Et est-ce que ça peut aussi être une ville, j'ai envie de dire, un peu leader, tu vois, sur certaines politiques? Enfin, est-ce que tu considères que tu peux répondre à cette question ou pas? Oui, on peut essayer au moins. Oui, très clairement, les institutions politiques, elles ont une grande importance ici à Strasbourg, surtout en matière européenne. Je pense que clairement, c'est important de développer ces questions-là, et puis surtout que le plus grand nombre s'y intéresse, parce que finalement, les décisions qu'on a et qui sont rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, elles ont un impact dans la vie de tous les jours, même si peut-être que le justiciable s'en rend pas toujours compte. Clairement, on a de très belles décisions, par exemple sur l'obligation de motiver les arrêts d'assises. Ça, c'est extrêmement important de savoir, de comprendre pourquoi on est condamné. Sur le fait d'avoir l'assistance de l'avocat en garde à vue, ça également, c'est sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme. Sur la question des droits des détenus également. Donc finalement, la Cour européenne des droits de l'homme, oui, elle joue un rôle qui est central dans les droits des justiciables. Et on a une belle décision récente là qui a été faite finalement sous l'impulsion de maître Grégory Tchon, avec lequel j'avais travaillé à l'époque en matière de violence sur les mineurs, et où la France a été condamnée là récemment du fait de l'inaction, dans le fait que finalement il y avait eu un certain nombre de signalements répétés de violence sur une enfant mineure qui finalement est décédée. C'est l'affaire de la petite Marina qui est décédée sous les coups de ses parents. Donc clairement, la CEDH, elle a une place extrêmement importante. Il y a des décisions qui sont vraiment très importantes dans la vie des justiciables, et vraiment, il ne faut pas minorer cette place qu'a la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, mais finalement dans toute l'Europe. Ok, super. Et au niveau, par exemple, des affaires que toi, tu as pu défendre, est-ce qu'il y a des affaires qui sortent un petit peu du lot ou pour toi, c'est un peu toujours la même chose? Alors si c'est toujours la même chose, il faut que j'arrête clairement. Mais non, ça change. Fort heureusement, les dossiers sont très différents. Que ce soit en matière pénale, ça peut aller d'une personne qui a volé un balai-brosse dans une grande surface jusqu'à une personne qui est accusée d'avoir commis un viol sur sa cousine. Donc les dossiers sont vraiment extrêmement divers. En plus, on travaille généralement dans différentes matières. En matière familiale aussi, ça change pas mal. En droit des étrangers, quand on fait du conseil, qu'on travaille plutôt dans ce cas-là avec des entreprises. Donc fort heureusement, et c'est ce que j'aime le plus d'ailleurs dans ce métier, c'est un métier qui est extrêmement divers et j'ai jamais le sentiment de voir le même film en fait. Mhm. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, c'est que finalement on revêt plusieurs casquettes et on peut toujours être vraiment surprise. Ok, super. Écoute, c'est vraiment intéressant. Et donc, juste pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux peut-être juste détailler un petit peu comment ça se passe, justement le parcours un peu de l'avocat quand on est en tribunal? Effectivement, avant, tu parlais, tu sais, des séries, des films américains où voilà, on a toujours cette image de l'avocat qui fait ses belles plaidoiries et autres. Mais concrètement, ça se passe réellement comment pour vous? Bah, tout dépend de la matière. Quand on est dans des procédures orales, oui, clairement, la plaidoirie, elle a son importance. Je pense que les magistrats enchaînent beaucoup de dossiers à la suite, donc c'est vrai que c'est important de, je pense, voilà, essayer de d'intéresser toujours parce que voilà, ça fait partie de notre métier. Et puis encore une fois, c'est un métier de parole au départ. Donc c'est un métier où on tente de faire passer quelque chose, on fait passer un Mhm. message. Alors que ce soit pour un intérêt privé ou pour une grande cause, ça, tout dépend de ce qu'on plaide. Voilà, il y a une dimension de plaidoirie qui est importante, mais il y a aussi des procédures où finalement c'est beaucoup d'échanges écrits, des mises en état qui sont assez longues. Donc voilà, c'est un métier qui est divers, euh, parfois très oral, parfois très écrit. Il n'y a pas une seule façon de l'exercer. Ok. Bah écoute, si jamais, hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions sur le métier d'avocat. De toute façon, la vidéo, elle sera mise en replay.
Déborah, elle pourra toujours voir si vous avez des questions. Donc là, on est déjà à une demi-heure en fait de live. Alors, je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Non, je ne l'ai pas vu passer du tout. Donc, tu es la troisième personne ce soir à qui je pose la question. Et encore une fois, le temps s'écoule de manière magistrale. Vous ne voyez pas le temps passer. C'est vraiment voilà, très bien. Bah écoute, en tout cas, on arrive à la fin du live. Je sais, voilà, si tu as un mot à laisser à ceux qui nous regardent, tu peux y aller. Déjà, merci de m'avoir convié sur ce live. Merci de m'avoir écouté. Et puis, voilà, c'est une très belle initiative, vraiment de s'intéresser à cette appellation de femme d'influence. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir que tu aies pensé à moi. Donc, merci pour ça. Et puis, clairement, j'espère que ça aura donné peut-être envie à certaines personnes d'exercer ce beau métier que je suis fière d'exercer. Okay. Bah, j'en profite hein, pour évidemment revenir sur ça. Donc là, pour ceux qui nous regardent, ce qu'on est en train de faire, c'est les portraits. Donc c'est une interview d'une personne. Et à partir de la rentrée, on passera plus sur un mode de talk show. Donc on aura plusieurs invités, on discutera de certains sujets. Et évidemment, voilà, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà pas mal de sujets. Et on aura sans doute l'occasion d'aborder peut-être des sujets soit d'actualité, soit juridique avec toi et d'autres personnes si tu es intéressé. Donc voilà, il y aura évidemment une suite et toutes les personnes en fait qui sont intervenues auront l'opportunité de revenir sous cette forme de talk. Donc ça permettra aussi de continuer de faire vivre ce concept et où il y aura d'autres personnes qui interviendront en interview. Voilà. Et donc, tu étais notre troisième invité donc, de ce marathon Femmes inspirantes. On va passer à la prochaine qui est Priscilla. Le temps que je prépare le tout, donc ça sera d'ici 5-10 minutes. Est-ce que tu vas rester avec nous pour regarder son interview ou tu as d'autres choses à faire? Je reste Super. connectée. Super. Ben, je sais que justement, Eric, qui était là avant, est resté avec nous aussi pour regarder. Donc, c'est cool. De toute façon, vous pourrez retrouver les vidéos en replay sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous pourrez voilà, les partager si besoin. Et donc, avant de nous quitter, je vais voilà, refaire apparaître ta photo. Donc, pour ceux qui ont pris l'apéro, vous pouvez voir, il y a deux Déborah, mais il n'y en a qu'une qui est réelle. Alors, est-ce que tu es prête? Je vais m'apprêter à couper le live. Je suis prête. Bah Bonne soirée. écoutez, bonne soirée pour ceux qui nous regardent. Et moi, je vous donne rendez-vous d'ici 5-10 minutes pour Priscilla. Et on se retrouve à ce moment-là. Ciao!